Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va aborder un item important dans l'initiation à la lecture de l'électrocardiogramme normal. Il faut savoir que le CG est un outil paraclinique indispensable dans la prise en charge de plusieurs pathologies, aussi bien cardiaques qu'extracardiaques. Cette formation comporte plusieurs items. Le premier, c'est le CG normal. Comme vous le savez, le CG est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur, effectué en divers points du revêtement cutané. Le CG comporte dans sa forme standard 12 dérivations, 6 dérivations périphériques, D1, D2, D3, VR, AVL, AVF, et 6 dérivations précordiales, V1 à V6. Le CG a un intérêt important dans plusieurs situations cliniques, troubles du rythme de la conduction, diverses pathologies coronariennes, les hypertrophies auriculaires et ventriculaires, les péricardites, l'effet de certains médicaments et troubles électrolytiques et métaboliques, et dans certaines maladies générales affectant le cœur, et bien d'autres situations. Un petit rappel sur la genèse de l'activité électrique au niveau du cœur. Le tissu conductif comporte le nœud sinuso-auriculaire, la caité flaque, au niveau de l'oreille droite, le nœud auriculo-ventriculaire d'Ashok-Tabara, les faisceaux de His qui se subdivisent en branche gauche, branche droite, et pour finir par le réseau de Purkinje. L'activation débute dans le nœud sinusal, diffuse de proche en proche dans les oreillettes, atteint le nœud auriculo-ventriculaire, puis le tronc du faisceau de His, ses deux branches, droite et gauche, par la suite le réseau de Purkinje pour assurer l'activation homogène, efficace du myocarde à l'état normal. Le potentiel d'action, c'est l'unité primaire qui explique l'activité électrique du cœur, les échanges d'ions dans les cellules myocardiques permettent la dépolarisation avec une différence entre cellules pacemaker à potentiel d'action raccourci par rapport aux cellules myocardiques autres qui ont un plateau plus important. Les différentes déflexions du complexe basique de l'électrocardiogramme, P, PR, QRS, segment ST en T. Lente P, c'est l'activation des oreillettes. Le PR, la conduction ventriculaire. Le QRS, la dépolarisation ventriculaire. Segment ST en T, la repolarisation ventriculaire. L'enregistrement basique de l'électrocardiogramme n'a pas différé depuis plus d'un siècle. Les matériaux et les appareils sont devenus plus sophistiqués, numérisés, mais le principe de base de l'enregistrement reste identique. Voici un appareil standard actuel pour l'enregistrement d'un électrocardiogramme avec les électrodes périphériques à type de bracelet de différentes couleurs et les électrodes précordiales à type de ventouse, le tout connecté à un appareil ECG. Ici, c'est une photo démontrant l'emplacement des différentes dérivations périphériques qui doit être respecté. C'est un emplacement standardisé pour avoir un ECG consensuel, uniforme sur le plan international. Consensus international. Ici, voici une photo montrant l'emplacement des différentes précordiales, dérivations précordiales, de V1 à V6, emplacement ici issu d'un consensus international permettant d'avoir le même ECG à travers tout le monde. Les différents emplacements, V1, quatrième espace intercostal droit, V2, quatrième espace intercostal gauche,
ras du sternum, V3 à mi-distance entre V2 et V4, V4 à l'intersection de la ligne horizontale, V5 à l'intersection de la ligne horizontale et la ligne axillaire antérieure, V6 intersection de la même ligne horizontale de la ligne axillaire moyenne. Pour réussir un ECG complet, il faut, en plus des dérivations standards, les 12 dérivations, 6 périphériques et 6 précordiales, rajouter 3 dérivations précordiales, V7, V8, V9, et les dérivations droites, V3R, V4R, permettant l'exploration de la partie basale du myocarde et du ventricule droit. Les principes physiques fondamentaux expliquent la genèse de l'électrocardiogramme. En termes de volume, des petites cellules aboutissent à un petit vecteur. De nombreuses cellules aboutissent à un grand vecteur expliquant la faible amplitude de l'activation auriculaire et la grande amplitude en général d'activation ventriculaire. On a 6 dérivations des membres, des dérivations bipolaires, D1 entre bras droit à gauche, D2 entre bras droit et jambe gauche, et D3 entre bras à gauche et jambe gauche. On a les dérivations unipolaires, AVR, bras droit, AVL, bras gauche, et AVF, jambe gauche, par rapport à un centre qui est le cœur. Si on translate ces différents vecteurs périphériques, on peut aboutir à ce qu'on appelle le double triaxe de Bailey, avec les différentes angulations et les différentes localisations des vecteurs par rapport au cœur, qui représente le centre de ce double triaxe. Les dérivations précordiales explorent le plan horizontal de V1 à V6 de telle sorte que, en fonction de la position de l'électrode exploratrice, on aura une vue différente de l'activité du cœur et par conséquent une activité électrique différente. Ces dérivations précordiales dans ce schéma explorent le cœur sur le plan horizontal. On a d'un côté à droite le ventricule droit, le septum et la paroi antérieure du cœur. En rajoutant les dérivations périphériques qui explorent le plan frontal du cœur, on peut avoir une vue presque d'ensemble du cœur avec un plan frontal et un plan horizontal avec une vue quasiment tridimensionnelle de l'activité électrique du cœur. Notion très importante, on a un consensus international pour l'étalonnage de l'ECG standard, avec une vitesse de déroulement du papier à 25 mm par seconde et un étalonnage d'amplitude raison de 1 mm équivalent à 0,1 mV ou 1 cm, 1 mV. Pour commencer l'interprétation, une étape importante, identification du tracé, nom et prénom, l'année, la date de la réalisation de l'ECG, l'heure d'enregistrement, avec un récapitulatif, comment enregistrer un tracé de qualité. Il faut savoir placer les électrodes aux endroits corrects, vérifier les vitesses et l'étalonnage. Le signal enregistré par l'électrode dépend bien entendu de l'axe du vecteur. On a des ondes positives, le signal allant vers l'électrode, tracé isoélectrique, pas de déplacement de dépolarisation. Onde positive, le signal allant vers l'électrode, onde négative, le signal s'éloigne. Le complexe de base de l'électrocardiogramme, PQRS, segment STT, vente P dépolarisation des oreillettes, espace PQ ou PR, temps de conduction ventriculaire, le complexe QRS, dépolarisation des ventricules, et le segment ST ou T représente la repolarisation ventriculaire, aboutissant à l'activation électrique du cœur. On commence par l'onde P. Elle représente l'auriculogramme, dépolarisation des oreillettes, elle a une forme arrondie,
petite amplitude précède le QRS. Durée normale de 0,08 à 0,10 secondes. Positif en D1, D2, AVF, V3, V6. Négatif en AVR. Et l'amplitude normale, elle doit être inférieure à 2,5 mm. Pour le segment ST, pour l'espace PR, il représente le temps de conduction auriculo-ventriculaire. Il débute du début de l'onde P vers le débit du QRS. Sa durée normale est de 0,12 à 0,20 secondes. Il doit être isoélectrique normalement. Un PR supérieur à 200 millisecondes présente une condition pour un BRV premier degré inférieur à 0,12 secondes peut être retrouvé dans le contexte de préexcitation. Une étape importante, la mesure de la fréquence cardiaque. On peut pour cela céder la réglette ECG. Une technique illustrée dans cette figure permettant un calcul assez simple et rapide de la fréquence, à condition d'avoir la réglette. Le rythme cardiaque normal physiologique, il est sinusal, impliquant que chaque onde P doit être suivi d'un complexe QRS après un espace PR normal et constant. Les conditions d'un rythme sinusal physiologique, onde P présente, doit être bien visible sur le tracé, précède le QRS, positif en D1, D2, AVF prouvant sa naissance sinusale du nœud sinusal auriculo-ventriculaire. On parle de bradycardie quand le rythme est inférieur à 50 battements par minute. On parle de tachycardie lorsque le rythme dépasse 100 cycles par minute. Exemple ici, malgré le fait d'avoir les ondes P présentes, bien identifiées, précédant des QRS, mais le fait d'avoir des ondes P négatives en D2, D3, AVF et MPR court implique qu'on n'est pas dans un rythme sinusal. On a un foyer ectopique de naissance situé dans l'oreillette. Ici, on a un tracé illustrant ce qu'on appelle une pause sinusale, qui est de l'ordre de 3195 millisecondes, dans un rythme de fond sinusal. Elle représente une dysfonction sinusale associée à un PR lent, c'est-à-dire BRV premier degré, entrecoupé d'une pause sinusale de plus de 3 secondes. Et c'est un tracé retrouvé dans un enregistrement Holter. Un autre exemple, ici, sur ce tracé, comme vous voyez, le rythme est régulier, mais on note l'absence d'onde P et le remplacement par des petites ondelettes fréquentes, nombreuses, donnant un rythme cardiaque irrégulier avec un aspect de l'activation auriculaire en dents de scie, surtout en D2 retrouvé, témoignant du diagnostic de flûter auriculaire, absence d'onde P et le remplacement par des ondes F de flûter. Ici, un autre exemple plus patent où on a bien évidemment dans une dérivation, ici D2, l'aspect pathognomonique de dents de scie, onde F de flûter auriculaire avec une conduction 2:1. Ici, on n'est pas dans un rythme sinusal, mais avec un trouble de rythme à la tâche auriculaire type de flûter auriculaire. Maintenant, nous passons au complexe QRS. Il représente la dépolarisation ventriculaire
des ventriculographes, c'est des complexes rapides de grande amplitude. L'onde Q, c'est la déflexion négative précédant l'onde R. L'onde R, première déflexion positive, et l'onde S, première déflexion négative suivant le R. Ces ondes peuvent être écrites en minuscules ou en majuscules. La durée normale de QRS doit être inférieure à 0,10 secondes. On peut avoir des ondes Q physiologiques, à condition que leur durée soit inférieure à 0,04 secondes. L'axe du QRS normal est entre 0 et 90 degrés, bien entendu, chez l'adulte. On peut calculer les indices de Sokolov. Un indice Sokolov normal est inférieur à 35 mm. Le caractère fin ou large du QRS est important dans l'interprétation. Ici, un exemple d'un tracé où il y a, bien entendu, comme vous le constatez, une tachycardie avec des QRS ici qui sont inférieurs à 0,12, inférieurs à 3 petits carrés, c'est-à-dire des QRS fins. Leur origine de la dépolarisation ventriculaire, est au-dessus de la bifurcation du faisceau de His. Ici, autre exemple d'un tracé, ici aussi toujours tachycardie, mais là, si on calcule la durée du QRS, on retrouve qu'il dépasse les 3 carreaux, c'est-à-dire 0,12 secondes. Et ici, on peut dire que les QRS sont élargis avec une probable naissance en dessous de la bifurcation de His ou avec des troubles de conduction associés. Ici, c'est un tracé de tachycardie ventriculaire avec une fréquence à 150 cycles par minute. Autre exemple, ici, on a un tracé ECG où, si on s'attarde sur les complexes QRS, on note un élargissement important des complexes QRS qui dépasse largement les 0,12 secondes. On est dans une forme particulière de trouble de la conduction. C'est un bloc de branche gauche complet. Ici, bien entendu, les QRS sont anormalement élargis dus au trouble conductif. Ici, pour le calcul de la durée du QRS, on se focalise sur un complexe QRS, on calcule le nombre de carreaux. Ici, on a un QRS à 0,15 secondes, c'est-à-dire des QRS élargis dans un contexte d'un bloc de branche, ici, droit complet. Et le calcul débute du début du complexe QRS jusqu'au point J qui représente l'intersection entre fin de QRS et début du segment ST, objectifié ici par les deux flèches rouges. Autre étape importante de l'interprétation des QRS, c'est l'axe électrique du cœur. C'est la position dans le plan frontal du vecteur moyen de la dépolarisation ventriculaire. Il représente la sommation des différents vecteurs des cellules myocardiques, généralement des deux ventricules, et bien entendu, du moment que c'est le ventricule gauche qui représente la masse la plus importante, c'est lui qui dirige vers lui cet axe. L'axe normal chez l'adulte, généralement entre 0 et 90 degrés. Quand il dépasse les 90 degrés, on parle de déviation axiale droite, comme certaines pathologies, en l'occurrence l'hypertrophie ventriculaire droite et l'hémibloc postérieur gauche. Quand l'axe est au-delà de 0 degré, on parle de déviation axiale gauche.
Pour le calcul de l'axe QRS, on regarde les QRS dans la dérivation des membres, on cherche la dérivation où le QRS est isodiphasique ou nul, l'axe du QRS est perpendiculaire par rapport à l'axe de cette dérivation, et on regarde la morphologie du QRS positif ou négatif dans la dérivation perpendiculaire à celle. Autre étape de l'interprétation des QRS, c'est l'amplitude, fonction de l'âge, du sexe, de l'ethnie, de la corpulence. La morphologie thoracique et position du cœur dans le thorax, cette amplitude varie. L'augmentation d'amplitude se retrouve dans l'hypertrophie ventriculaire, avec calcul des différents indices. Le plus connu, c'est l'indice de Sokolov, Lyon. Quand il dépasse 35 mm, on dit qu'il est augmenté. Autre étape d'interprétation de l'ECG, on a l'analyse du segment ST. C'est la partie initiale de la polarisation ventriculaire. Suivant le complexe QRS, c'est-à-dire entre le point J et le demi-long T, normalement, il est isoélectrique, c'est-à-dire suit la ligne isoélectrique de l'ECG. Autre déflexion, lampe T, représente la phase terminale de la repolarisation ventriculaire. Elle a une forme arrondie, asymétrique, et cette asymétrie est une notion importante pour parler d'une antenne normale. Elle est positive en D1, D2, AVL, V6, de V2 à V6, variable en D3 et AVF et V1, négative en AVR. Pour ce qui est du segment ST, normalement il est isoélectrique. Quand il est sous-décalé, on parle d'ischémie dans le sous-endocarde, on appelle cela lésion sous-endocardique. Quand il est sus-décalé, on parle de lésion sous-épicardique, comme ça peut se voir dans d'autres pathologies, comme le syndrome de Brugada. Le sous-décalage segment ST, il peut être différent selon l'amplitude du sous-décalage et de la morphologie sous-décalage. Il signe une diminution de la perfusion dans le muscle cardiaque en général, surtout dans un contexte de douleur thoracique. Pour ce qui est des territoires de l'ECG, on a le territoire antérieur V1, V2, l'antéroseptal V1, V2, V3, l'antéro-septoapical V1, V4, le territoire latéral OD1, VL, bas V5, V6, l'inférieur D2, D3, VF et le territoire basal V7, V8, V9. Ajoutez à cela le territoire du ventricule droit V3R, V4R. L'intervalle du QT, c'est une étape qui doit être prise en compte dans l'interprétation du CG. C'est un intervalle entre le début du complexe QRS et la fin de lampe T. Englobe la dépolarisation de la repolarisation ventriculaire, durée variable en fonction de la fréquence cardiaque, l'âge et le sexe. On peut utiliser la formule de base Z pour avoir le QT corrigé. On peut mesurer le QT à l'aide de la réglette ECG, puis systématiquement calculer le QT corrigé à l'aide de cette formule de base Z qui est le QT corrigé, c'est le QT mesuré sur la racine carrée de RR. Ici, le QT il est normal à 0,36 pour une fréquence cardiaque à 74. L'ECG doit être interprété et la repolarisation ventriculaire doit être prise en compte. Sus-décalage, sous-décalage segment ST, en T anormal pour l'analyse. Dans certaines situations comme celle-là, on note une discordance dans le défilement des précordiales. C'est-à-dire, le V5, il est négatif anormalement entre V4 et V6, témoignant d'une mauvaise position des électrodes précordiales. ECG mal fait. Difficile à interpréter. Ici, le CG des mêmes patients. Et ici, on voit que certaines choses diffèrent. On voit à gauche des QRS négatifs en AVR avec dente P négative, alors qu'à droite, un AVR positif, dente P positif, témoignant ici, chez le même patient, d'une inversion d'électrodes entre bras droit et bras gauche sur le tracé de droite, chez un même sujet.
d'où l'importance du positionnement des électrodes pour une interprétation normale de l'ECG. Des erreurs d'emplacement peuvent, comme vous le voyez ici, modifier complètement les tracés. Ici, le même patient avec deux tracés différents. Et ici, si vous le voyez, on a l'impression que dans le tracé de haut, on a une fréquence à 60 cycles par minute et dans le tracé du bas, une fréquence à 30 cycles par minute. Et cela est expliqué simplement par un changement de vitesse de déroulement sur le même tracé. Le fait de passer d'une vitesse de 25 standard à une vitesse à 50 vous donne l'impression d'une bradycardie. Alors, si on ne prend pas en compte la vitesse de déroulement, on aura une interprétation bien entendu erronée de l'ECG. Et c'est une notion importante à prendre en compte. Ici, comme vous le voyez, dans cette ECG, si on prend en compte une interprétation basique, sans prendre en considération l'étalonnage et vitesse de déroulement et des amplitudes, on constate que, malgré le fait que c'est le même tracé, le fait de changer d'amplitude a complètement modifié les QRS. Et dans la partie droite du tracé, on a l'impression qu'il y a un hypervoltage, alors que, et la partie gauche, un voltage diminué. Et cela est seulement dû à la variation d'amplitude. La partie droite représente le voltage normal, standard, alors que la partie à gauche est toujours normale, mais si on ne prend pas en considération l'étalonnage, on passera à côté de, par exemple, de pathologies type hypertrophie. On a deux méthodes d'interprétation, l'interprétation primaire, sans aucune information sur le diagnostic clinique présumé, et l'interprétation secondaire en connaissance du contexte et du diagnostic clinique. Il faut toujours essayer d'avoir un contexte clinique pour l'interprétation, parce que l'ECG est un outil qui doit être intégré dans un contexte. L'interprétation du tracé ECG comporte plusieurs étapes qui doivent être soigneusement suivies pour avoir une interprétation sûre sans oublier aucun élément. Il ne faut pas se presser sur certaines pathologies au risque de perdre certaines données. On commence toujours par l'identification, c'est-à-dire mettre le nom, prénom, l'âge, la date et l'heure de réalisation de l'ECG et les conditions cardiaques lors de la réalisation de l'ECG. Il faut placer les électrodes aux endroits corrects, vérifier la vitesse de déroulement, l'étalonnage, éliminer les causes d'imperfection et identification du tracé. C'est des notions très importantes pour avoir un enregistrement et un tracé ECG correct et interprétable. Deuxième étape, c'est l'analyse. On commence par l'analyse du rythme, la nature du rythme et, bien entendu, la fréquence. Combien de battements par minute. Le rythme, il est soit sinusal ou non, soit régulier ou non, et on doit
préciser la fréquence cardiaque. C'est les 3 questions qu'on doit se poser dans l'analyse du rythme. Exemple, pour parler de régularité du rythme, il faut voir les espaces RR, les intervalles RR. Est-ce qu'ils sont constants, c'est-à-dire est-ce que les QRS sont équidistants ou pas? Comme dans ce tracé, si on calcule la durée entre les différentes ondes RR, on note qu'ils sont égaux, c'est-à-dire rythme régulier. Dans ce deuxième exemple, on note que les QRS ne sont pas équidistants et les intervalles RR varient. Dans ce contexte-là, la présence d'onde P avant chaque QRS avec un espace PR normal pose le diagnostic d'arythmie sinusale. Le calcul de la fréquence cardiaque est une étape importante. On a plusieurs méthodes. Ici, il y en a 4 méthodes citées, soit les méthodes des 300, ça veut dire diviser 300 par le nombre de gros carreaux entre deux complexes QRS. La méthode des 6 secondes, c'est-à-dire calculer le nombre de QRS dans une durée de 6 secondes de tracé et le multiplier par 10 pour avoir le nombre. On peut avoir aussi le tableau référence, c'est-à-dire en fonction du nombre de carreaux, calculer la fréquence cardiaque. Un carreau représente une fréquence de 300, 2 carreaux 150, 3 75, 4 60, 5 50, 6 43 et cette méthode est une dérivation des méthodes de 300 sur le nombre de carreaux. Une autre méthode, c'est l'utilisation de la réglette ECG qui permet rapidement d'avoir la fréquence cardiaque et comme le schéma l'illustre, prendre 2 complexes QRS suivants. Généralement, on utilise les ondes R ou S, leur pointe, et ça nous donne rapidement une fréquence cardiaque. Le seul souci, c'est d'avoir toujours à portée de main une réglette ECG. Après le rythme, on passe à l'analyse de l'onde P, et dans l'analyse de l'onde P, on a 4 paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire le calcul de l'axe de l'onde P, la durée de l'onde P, l'amplitude de l'onde P, millimètres, et on finit par l'analyse de la morphologie de l'onde P. L'axe de l'onde P normal, généralement, est en D2, c'est-à-dire 60 degrés. La durée doit être calculée, généralement on la calcule dans les dérivations où elle est le mieux individualisée, c'est-à-dire en D2 ou en V1. La morphologie et l'amplitude sont aussi des paramètres très importants. L'axe de l'onde P, comme on l'a dit, est généralement en D2, c'est la dérivation où l'amplitude de l'onde P est la plus importante et la plus positive, sauf pathologie. Et le calcul de l'axe de l'onde P se fait comme le calcul de l'axe du QRS ventriculaire. C'est-à-dire chercher l'onde la plus positive ou la plus isodiphasique. Si on récapitule, l'axe normal est entre 0 et 75, habituellement 60 degrés, la durée inférieure à 0,12 secondes, la morphologie positive en D1, D2, négatif en AVR, plus ou moins positif ou négatif en V1, voire même isodiphasique positif de V2 à V6, et l'amplitude, généralement, normalement, elle doit être inférieure à 2,5 mm. Après l'onde P, on analyse l'espace PR, et ici, la notion la plus importante, c'est surtout sa durée, en sachant en général qu'à l'état normal, l'espace PR doit être isoélectrique, c'est-à-dire suivant le tracé, la ligne isoélectrique du tracé ECG. Le calcul du PR se fait de le début de l'onde P vers le début du QRS, représente le temps de conduction oculoventriculaire. Sa durée normale est de 0,12 à 0,20 secondes. Et comme on l'a déjà dit, il doit être normalement isoélectrique. Après l'espace PR, on analyse les complexes QRS avec les différents paramètres à prendre en compte.
l'axe du QRS qui représente l'axe du cœur, la durée, le temps d'activation ventriculaire en V1 et V6 et l'amplitude. Dans l'amplitude, on peut céder des différents indices de Lewis, de Sokolov et la morphologie du QRS. La nomenclature des complexes QRS elle est universelle. Onde Q, grande onde Q ou petite onde Q, déflexion négative initiale précédant la première onde R. Onde R, première déflexion positive. Onde R', deuxième déflexion positive. Et onde R2', troisième déflexion positive. Et même chose pour les ondes S. Onde S, première déflexion négative, succédant à la déflexion positive. S', deuxième. S2', troisième. Écrire par convention une onde supérieure à 5 mm en majuscule, moins de 5 mm en minuscule. En suivant cette dénomination, on peut avoir une schématisation universelle des QRS, les différentes morphologies QRS, RS, franc 1M, de telle sorte le fait d'écrire en alphabet le QRS nous permet de le schématiser d'une manière universelle, compréhensible par tout le monde, quelle que soit la partie du monde où on est. La durée des QRS, mesurée là où le QRS est le plus large, elle doit être comprise entre 0,06 et 0,10 secondes. Au-delà de 0,12 secondes, on parle de trouble majeur de la conduction. Entre 0,10 et 0,12, on parle de trouble mineur de la conduction. Avec une notion importante, une onde Q physiologique doit avoir une durée moins de 0,04 secondes et une amplitude moins de 25% par rapport à l'onde R. La morphologie des QRS, bien entendu, diffère en fonction de l'axe des ventricules. En fonction de l'axe, on aura les différents aspects morphologiques des QRS de V1 à V6 et dans les directions, bien entendu, précordiales et périphériques. La zone de transition, c'est la localisation dans les précordiales où on passe d'un QRS plutôt négatif à un QRS plutôt positif. C'est-à-dire, généralement, c'est situé entre V3 et V4. C'est-à-dire, théoriquement, l'endroit où les QRS sont isodiphasiques. C'est-à-dire, en fonction de l'axe du cœur et en fonction de la position de la précordiale, on aura un aspect différent des QRS. Allant de petite onde R, grande onde S en V1, vers une petite onde Q, grande onde R en V6, en passant par une augmentation de l'onde R et diminution de l'onde S. La morphologie des QRS dépend de l'axe dans le plan frontal, position électrique du cœur qui varie. L'addition de tous les vecteurs du septum et des ventricules, en tenant compte respectivement de la force et de la direction, permet de schématiser un vecteur moyen dans l'axe et l'axe moyen du QRS. Notion importante. Cet axe doit être calculé, il est très important. Normal, généralement entre 0,90, certains vont aller jusqu'à moins 30 degrés. Sa variation, sa déviation à droite ou à gauche entre dans le cadre de diverses pathologies. D'où l'intérêt de calculer cet axe. Comment calculer cet axe? Il y a plusieurs méthodes. Les plus simples, c'est d'abord délimiter le cadran, puis on estime ensuite l'axe. Pour délimiter le cadran, initialement, qu'est-ce qu'on fait? On voit la morphologie du QRS en D1 et en AVF. C'est-à-dire, s'il est positif en D1, c'est-à-dire on est dans l'hémicercle de votre droite. S'il est positif en AVF, il est dans l'hémicercle du bas. Et avec différentes possibilités. L'intersection entre les différents sexes, les cadrans, différents cercles et cadrans, va délimiter l'hémicadran en question, où se localise
notre axe. Exemple ici, positif en D1, positif en AVF, c'est-à-dire positif en D1 on est dans l'hémicercle bleu, positif en AVF, l'hémicercle jaune, leur intersection dans l'hémicadran en vert, avec un axe normal. Pour l'estimation approximative de l'axe, on cherche la plus grande amplitude de l'onde R. L'axe se rapproche de cette dérivation. On peut chercher un isodiphasisme. R est égal à S, c'est la somme nulle. L'axe est perpendiculaire à cette dérivation. Ou on cherche une R exclusive. L'axe est parallèle à cette dérivation. Exemple ici. On a un isodiphasisme en D1, c'est-à-dire notre axe est perpendiculaire du moment où l'AVF est positif, c'est-à-dire on est dans l'hémicercle inférieur, c'est-à-dire perpendiculaire à D1, on se retrouve à un axe à plus de 90 degrés. Autre exemple, ici, on a une positivité en D1 et un isodiphasisme en AVF, c'est-à-dire on est dans l'hémicercle de droite de votre droite, c'est-à-dire perpendiculaire à AVF, on se retrouve à un axe de 0 degré, en D1 à peu près. Autre exemple, ici, on est négatif en AVF, positif en D1, c'est-à-dire on est dans l'hémicadran supérieur et à votre droite, perpendiculaire en D1 mais avec une plus grande positivité, c'est-à-dire on est au-delà d'AVF, c'est-à-dire on est à moins 60 degrés. Ici un autre exemple, on est positif en AVF, négatif en D1, c'est-à-dire on est dans l'hémicadran inférieur à votre gauche, on est isodiphasique en AVR, c'est-à-dire on enlève 90 degrés et on se retrouve à plus 120 degrés. Ici, essayez de calculer votre axe. On a un petit souci. On a des QRS perpendiculaires dans toutes les dérivations périphériques. Ici, notre axe est incalculable pour la simple raison parce que l'axe ici du QRS est perpendiculaire au plan frontal et par conséquent on ne peut pas le calculer au plan frontal. Pour l'évaluation des QRS, on calcule les indices. On a l'indice de Sokolov, S en V1 plus R en V5 ou V6. On a l'indice de Lewis, R en D1 plus S en D3 moins S en D1 plus R en D3. Et on a l'indice de Cornell, R en AVL plus S en V3. Tous ces indices ont des valeurs normales et des valeurs à partir desquelles on parle d'hypertrophie ventriculaire, voire même hypertrophie ventriculaire gauche et droite. La mesure du temps de déflexion intrinsècoïde est une étape importante. Elle se fait dans les dérivations V1, V2 pour le ventricule droit, V5, V6 dans le ventricule gauche. Elle débute dès du but QRS au pic, au premier pic du QRS. Le sommet de l'onde R, quand on a une seule onde R, et le dernier sommet quand on a par exemple un sommet crocheté ou en M. Par la suite, on calcule le segment ST. On a l'analyse, sa situation par rapport à la ligne de base et sa morphologie. En rappelant que le segment ST est un élément important de la repolarisation ventriculaire. Et par conséquent, il est indispensable dans l'interprétation de l'ECG dans le cadre de la maladie coronaire.
se mesure de la fin de l'onde S ou R jusqu'au début de l'onde T, normalement horizontale ou légèrement oblique, plus ou moins isoélectrique. Un sus-décalage ou un sous-décalage sont surtout patents quand ils dépassent 1 mm, mais toute modification doit être prise en compte. L'analyse de l'onde T par la suite est une étape importante. L'axe de l'onde T, l'amplitude et la morphologie. Segment ST et onde T représentent la repolarisation ventriculaire et leur analyse soigneuse est très importante, surtout dans un contexte de douleur thoracique. C'est eux qui témoignent du caractère généralement aigu, évolutif de l'ischémie. Repolarisation ventriculaire. L'onde T est positive ou négative ou diphasique en V1, positive de V2 à V6, négative en AVR, peut être négative en D3 ou AVF, l'amplitude inférieure à 5 mm, l'axe de moins 10 à plus 70 degrés. On finit notre analyse par l'onde U. Est-ce qu'elle est présente ou pas, son amplitude et son sens. Il faut savoir que c'est une onde inconstante dont la genèse et la physiopathologie est toujours sujette à controverse. Elle peut être présente, il faut la connaître pour ne pas passer à côté de certaines pathologies durant lesquelles l'onde U est pathologique. Témoin d'une repolarisation tardive des zones myocardiques pour certains les piliers, elle est inférieure à un quart de l'amplitude de l'onde T, mieux visible en D2. Quand elle est anormalement augmentée, elle peut dépasser l'onde T, voire même à l'extrême, devenir proéminente. L'espace QT doit être mesuré systématiquement. Il est très important, surtout dans un contexte de trouble du rythme ou de la conduction. Comme on l'a précédemment expliqué, la mesure de l'espace QT peut être faite à l'aide d'une réglette ou systématiquement calculée, mais il doit être systématiquement corrigé. Le QT corrigé représente la durée normale théorique du QT pour une fréquence à 65 à 60 cycles par minute, ce qui peut permettre de comparer les différents QRS. À l'état normal, chez l'homme, il est inférieur à 0,40, femme 0,46. L'intervalle de QT, mesure du QT à l'aide de, comme on a dit, réglette ECG, ou le calcul du QT par la formule de Bazet. QT, c'est le QT mesuré sur la racine carrée RR. Et comme on a précédemment dit, le QT doit être mesuré parce qu'il peut entrer en considération dans certaines pathologies, troubles du rythme. On finit par la synthèse avec un diagnostic électrocardiographique et on intègre ce diagnostic électrocardiographique dans le contexte clinique en liaison avec la clinique sans bien entendu altérer le diagnostic ECG, c'est-à-dire nos commentaires intégreront le résultat de l'ECG sur le contexte du patient. C'est-à-dire, au terme de l'étude analytique, on donne un diagnostic électrocardiographique et on le lit avec les données cliniques pour que ça apporte l'apport escompté. L'ECG est un outil qui peut être d'un apport non négligeable dans différentes situations cliniques. On finit par l'interprétation d'un exemple. On va prendre un ECG et essayer de l'interpréter en suivant les différentes étapes suscitées. Comme on a dit, toujours au départ, il faut un ECG bien réalisé. Vérifier nom, prénom, date et heure d'enregistrement, l'étalonnage, vitesse de déroulement et amplitude. On commence par le rythme, régulier ou pas, sinusal ou pas, et on calcule notre fréquence. Ici, dans cette ECG, on a un rythme sinusal régulier avec une fréquence à 90 cycles par minute. Chaque onde P
est précédé, ou plutôt est suivi d'un QRS avec un PR constant. La fréquence cardiaque, si on utilise une des méthodes, aboutit à une fréquence à peu près à 90 cycles par minute. Par la suite, on passe à l'analyse lente P. Sa morphologie ici, elle est normale. Son axe est à plus de 30 degrés, la durée à 0,08 secondes, avec une amplitude à 2 mm, c'est-à-dire des paramètres qui rentrent dans la normalité pour une onde P de morphologie normale. Après l'analyse lente P, on passe à l'analyse de l'espace PR. L'espace PR ici, il est isoélectrique, la durée de 0,16 secondes, c'est-à-dire normal. La durée, elle est entre 0,12 et 0,20 secondes, c'est-à-dire elle entre dans un cadre normal. Après l'analyse de l'espace PR, on passe à l'analyse du QRS. Pour l'analyse du QRS, ici, on a la durée du QRS, deux petits carreaux, c'est-à-dire 0,08 secondes. L'axe, il est par contre ici dévié à gauche à moins de 45 degrés. Pourquoi? Parce que on est positif en D1, négatif en RVR, c'est-à-dire on est dans l'hémicadran supérieur à votre droite. Et ici, on a une isodiphasine presque en D2 AVR. La morphologie, on note une onde S profonde V5 V6 qui est plus ou moins anormale, avec un aspect quasiment QS en vert, ce qui représente des variations anormales par rapport à un ECG normal. En calculant les différents indices et déflexions, on retrouve un Sokolov à 15 mm, un Lewis à plus 19 mm, un Cornell à 25 mm, et durée de déflexion intrinsècoïde normale. C'est-à-dire ici, on n'a ni hypertrophie ventriculaire gauche électrique, ni hypertrophie ventriculaire droite électrique. Analyse du segment ST, il est quasiment isoélectrique, on n'a pas un sous-décalage ou un sus-décalage très important. Après le segment ST, on passe à l'analyse de l'onde T. Elle est de morphologie normale, son amplitude normale, elle est, notion importante, asymétrique, avec un axe à plus 30 degrés. Pour prouver l'asymétrie de segment de l'onde T, il y a une petite astuce, il faut retourner le CG et voir est-ce que l'onde T vous paraît symétrique ou asymétrique. Analyse l'onde U et l'intervalle QT. L'onde U, elle est inexistante dans cette ECG. L'intervalle QT mesuré est 0,36. En le corrigeant par la mesure dans la formule de Bazette, on trouve 0,36. Si on fait notre étude synthétique, c'est un rythme sinusal régulier à 80 cycles par minute, avec présence d'un hémibloc antérieur gauche, petite anomalie de conduction qu'on verra dans l'item des troubles de la conduction. Commentaire, en incluant son contexte clinique, selon le contexte clinique, si on était chez un patient âgé, il pose pas problème, on peut juger que c'est un ECG normal. Dans un contexte de douleur thoracique, par exemple,